J'aimerais à présent donner la parole à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la Sécurité intérieure, du Travail, de la Justice et des Affaires juridiques de Saint Kitts et Nevis. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un honneur que d'intervenir devant cette auguste assemblée pour la première fois. Depuis que j'ai pris mes fonctions de ministre des Affaires étrangères il y a un peu plus d'un an. J'ai le plaisir, Monsieur le Président, de vous faire part du point de vue du gouvernement de Saint Kitts et Nevis sur les questions soumises à cette 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Qu'il me soit permis, Monsieur le Président, de commencer par vous féliciter à l'occasion de votre élection au poste de président de l'Assemblée générale que vous allez mener à l'occasion de cette 69e session. En effet, votre remarquable contribution à votre pays, l'Ouganda, où vous avez servi en tant que ministre des Affaires étrangères, les efforts déployés pour renforcer l'Union africaine vous ont bien préparé à cette tâche complexe qui consiste à mettre la dernière main au programme de développement pour l'après 2015. Ma délégation souhaite féliciter votre prédécesseur, M. John Ash, d'Antigua et Barbuda, pour la manière dont il a présidé la 69e session de l'Assemblée générale. L'accent mis par lui sur les objectifs de développement durable et le développement, ainsi que sur d'autres questions importantes pour les petits États insulaires en développement et les pays en développement en particulier, mérite d'être salué. Le thème de cette 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies, réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur du développement durable pour l'après 2015, est fort opportun. Alors que nous nous lançons dans une nouvelle mission reflétant les priorités mondiales, des priorités qui n'avaient pas été envisagées lorsque les OMD avaient été adoptés juste avant 2000. Alors que nous efforçons de mettre en œuvre le programme de développement pour l'après 2015, nous allons devoir faire en sorte que les 17 ODD récemment élaborés permettent réellement de faire fond sur les bases jetées par les objectifs de développement du millénaire. Ma délégation espère que ce programme, tel qu'élaboré, sera réellement transformateur, qu'il permettra d'éradiquer la pauvreté et la faim, de promouvoir la croissance économique inclusive et durable à titre prioritaire. Monsieur le Président, nous n'oublions pas que l'OMD 8, qui demandait le renforcement des partenariats mondiaux, reste une des questions inachevées parmi les OMD, lancée lors du sommet du millénaire de 2000. Il est par conséquent de la plus haute importance que nous veillions à faire en sorte que les 16 premiers objectifs soient étayés par un éventail solide d'outils de mise en œuvre qui permettront réellement de parvenir au succès dans le cadre du programme de développement de l'après 2015. Monsieur le Président, ma délégation ne saurait trop insister sur l'importance qu'il y a à réaliser ou à rendre l'objectif 17 effectif et opérationnel. En effet, cet objectif demande le renforcement des moyens de mise en œuvre et la revitalisation du partenariat mondial pour le développement durable. Nous sommes par conséquent encouragés par l'intention annoncée de convoquer 3 débats thématiques de haut niveau et un événement de haut niveau, dont l'objectif sera entre autres de renforcer les moyens de mise en œuvre pour parvenir au développement durable dans ces 3 dimensions. Monsieur le Président, nous suivrons de près
le premier événement consacré aux moyens de mise en œuvre. Nous estimons que parvenir au développement durable exigera la mobilisation et l'utilisation effective des ressources financières, le développement technologique et le transfert de technologies, en plus du renforcement des capacités à tous les niveaux. Il exigera aussi des investissements accrus dans les secteurs sociaux, dans les infrastructures, le développement communautaire, le financement du climat et la protection des biens publics mondiaux. La question qui se pose donc à nous en ce qui concerne les moyens de la mise en œuvre est de savoir comment nous allons trouver les ressources significatives dont nous aurons besoin pour transformer les aspirations du programme de développement de l'après 2015 en résultats tangibles. Monsieur le Président, permettez-moi de vous promettre l'appui de mon gouvernement pour réaliser les grandes orientations de votre présidence. Un partenariat mondial renforcé devra favoriser une collaboration plus étroite entre les gouvernements. Il devra permettre au secteur privé de jouer un rôle accru, garantir un régime commercial international équitable et favoriser l'investissement national et l'investissement étranger direct. Monsieur le Président, mon gouvernement souhaite réitérer son engagement sans faille. Il apportera sa contribution à la réalisation des objectifs de développement social et économique durable, et ce, de manière à préserver l'environnement tout en garantissant l'établissement de sociétés stables, sûres et pacifiques. En effet, Monsieur le Président, depuis notre dernière intervention devant cette auguste assemblée, St. Kitts et Nevis a consolidé sa position en tant que leader des Caraïbes en matière d'investissement étranger direct, bénéficiant notamment à son secteur touristique, investissement qui a également permis de consolider la base industrielle dans le secteur industriel manufacturier de la manufacture légère, secteur électronique, les composantes électriques. Nous avons aussi forgé des partenariats publics-privés dans le secteur des énergies renouvelables pour assurer une croissance durable à notre économie. Monsieur le Président, les petits États insulaires en développement tels que St. Kitts et Nevis présentent des vulnérabilités particulières, notamment leur prédisposition aux chocs économiques et environnementaux, lesquels entraînent un haut niveau d'endettement. Ce n'est un secret pour personne. La dette publique élevée affecte la capacité des gouvernements de réaliser le développement durable dans toutes ses dimensions. À l'heure de la durabilité économique, nous avons élaboré en 2011 et mis en œuvre avec succès une approche globale de la gestion de notre dette nationale. Notre plan passait par une restructuration de la dette avec les institutions financières internationales, une offre d'échange d'obligations gouvernementales, la réduction de l'emprunt public pour l'amener à des niveaux durables et une initiative créative d'échange de terrain contre la dette. Je suis heureux d'annoncer que fin juin 2014, nous avions réussi à réduire notre ratio de dette au PIB de 50 points de pourcentage, passant de plus de 145 points avant la restructuration à aujourd'hui 95 points de pourcentage. Je suis ravi également de pouvoir indiquer que notre ratio de dette au PIB devrait baisser plus encore pour atteindre 85% d'ici fin 2014. En dépit de notre discipline budgétaire, il importe toutefois de ne pas oublier qu'un seul phénomène climatique extrême peut réduire à néant les progrès réalisés, nous plonger dans un cercle vicieux qui complique, voire rend impossible le développement durable sur le front économique. Monsieur le Président, je m'en voudrais à ce stade de ne pas me faire l'écho de l'appel lancé en faveur d'un nouveau paradigme de l'évaluation de la politique de reclassement, qui utilise une mesure très limitée du revenu national brut par habitant pour conférer le statut de revenu intermédiaire ou revenu élevé aux pays en développement. St. Kitts et Nevis estime que cette mesure est totalement inadéquate
et doit tenir compte des vulnérabilités particulières des PEID. Nous saluons le secrétariat du Commonwealth pour le travail innovant dont il s'est fait le fer de lance pour encourager les institutions financières internationales de premier plan à accepter une matrice plus vaste, englobant l'indice de vulnérabilité, pour évaluer plus correctement la situation économique réelle des PEID tels que Saint Kitts et Nevis. Je me dois d'insister, Monsieur le Président, sur le fait que le reclassement dans une catégorie à revenus plus élevés complique l'accès aux ressources dont nous avons besoin pour assurer la pérennité de nos objectifs de politique économique, sociale et environnementale. L'emprunt de fonds à des taux plus élevés sur le marché financier international ne sert qu'à perpétuer le cercle vicieux de l'endettement et menace notre développement durable. Ceci, Monsieur le Président, va à l'encontre des buts et objectifs du programme de développement de l'après 2015. À cet effet, j'en appelle à la communauté internationale, y compris aux institutions financières internationales de premier plan. Je leur demande d'élargir les fourchettes d'évaluation des PEID pour éviter de créer des situations dans lesquelles les mesures de viabilité du niveau d'endettement adoptées au plan national se trouvent sapées par les politiques imposées par ces institutions. Saint Kitts et Nevis est disposé à travailler avec la communauté internationale, à présenter des idées dans le cadre des discussions pour garantir un résultat plus favorable. Monsieur le Président, ma délégation est convaincue que la richesse des nations réside dans son peuple, son secteur productif. Nous continuons d'avoir maille à partir avec les maladies non transmissibles qui restent très prévalentes dans notre pays et dans notre région. À cet effet, nous rappelons notre appel en faveur de la lutte contre ces maladies non transmissibles dont l'incidence est très forte dans les pays en développement en particulier. Dans notre dernière intervention en date devant cette même Assemblée, notre Premier ministre insistait sur la nécessité pour cette organisation internationale de continuer d'accorder la haute priorité à une stratégie pratique de lutte contre les MNT ayant une incidence élevée dans notre région et dans tous les pays du monde. À cet effet, permettez-moi de saluer le président sortant de l'Assemblée générale, l'ambassadeur John Ash, qui a convoqué un certain nombre d'événements axés sur cette question qui revêt, aux yeux de ma délégation, la plus haute importance. Nous espérons que le rapport final sur la discussion interactive informelle lancée avec les ONG, la société civile, le secteur privé, les milieux universitaires sur la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles organisée en juin de cette année permettra de faire fond sur les initiatives précédemment lancées dans le cadre de la réunion de haut niveau sur les maladies non transmissibles d'il y a de 3 ans et permettra de consolider les travaux menés dans le cadre de la session prochaine. Monsieur le Président, ma délégation est heureuse que les maladies non transmissibles aient été intégrées aux objectifs et buts de développement durable dans le cadre du programme de développement de l'après 2015. En effet, nous appuyons l'objectif qui vise à assurer une vie saine et à promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Nous appuyons également l'objectif de réduction d'un tiers de la mortalité prématurée liée aux maladies non transmissibles, et ce, par la prévention et la prise en charge, ainsi que la promotion de la santé mentale et du bien-être d'ici 2030. Nous attendons des diverses institutions spécialisées de cette organisation internationale. Demandons leurs orientations, leur appui pour nous permettre de réaliser les objectifs et les indicateurs relatifs à tous les objectifs élaborés dans le cadre du programme de développement de l'après 2015. Nous réitérons notre appel en faveur du renforcement des moyens de mise en œuvre des objectifs et cibles et à la revitalisation du partenariat mondial pour le développement durable. Le changement climatique reste plus qu'une simple préoccupation environnementale pour les petits États insulaires en développement tels que Saint Kitts et Nevis. À nos yeux,
Le changement climatique représente une menace pour notre existence. En effet, les effets néfastes du changement climatique sont connus de tous. Conditions météorologiques défavorables persistantes, inondations, sécheresse prolongée, élévation du niveau de la mer. Monsieur le Président, ma délégation est convaincue de la nécessité de préserver notre planète Terre pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Il est de notre devoir de lutter contre le changement climatique par le biais de mesures d'adaptation et d'atténuation. Le financement du changement climatique et le transfert de technologies seront des éléments clés de la réalisation de cet objectif. Nous exhortons la communauté internationale à accepter les initiatives créatives telles que l'échange de dettes contre adaptation et atténuation du changement climatique. Mon gouvernement est convaincu que ces propositions élaborées avec l'assistance du secrétariat du Commonwealth donneront au PEID davantage de souplesse dans la réalisation du développement durable. Monsieur le Président, nous nous félicitons de votre engagement en faveur du processus en cours au titre de la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique pour parvenir à un accord mondial sur le changement climatique d'ici 2015, en imprimant un nouvel élan aux négociations. Monsieur le Président, le maintien de la paix et de la sécurité reste une des principales priorités des Nations unies. Cet idéal est consacré dans le programme de développement pour l'après 2015, et ce, dans l'ODD numéro 16, à savoir créer des sociétés pacifiques et inclusives, assurer l'état de droit et la création d'institutions effectives et capables. Je suis heureux de signaler qu'au plan national, nous avons lancé une stratégie qui a permis de réduire la criminalité violente et de renforcer les institutions nécessaires aux sociétés pacifiques et inclusives. Nous sommes reconnaissants à nos partenaires au développement, au gouvernement des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni, du Mexique, du Canada, de l'Union européenne et de la République de Chine pour Taïwan. Nous les remercions pour leur assistance précieuse dans ce domaine. Monsieur le Président, il y a 31 ans, notre nouvelle nation nouait des relations stratégiques et bénéfiquement mutuelles avec la République de Chine et Taïwan. Ces relations ont connu des hauts et des bas et touchent aux 3 dimensions du développement durable. Alors que le dialogue se poursuit sur la mise en œuvre du programme de développement de l'après 2015, St. Kitts et Nevis se considère en mesure de s'exprimer sur la contribution précieuse que peut apporter la République de Chine et Taïwan à l'échelle internationale. Lors de la récente conférence sur les PUD de Samoa, notre Premier ministre a eu le privilège de pouvoir s'exprimer sur la valeur du partenariat instauré avec le gouvernement et le secteur privé de Taïwan dans le cadre de la mise en œuvre d'un certain nombre de projets dans les secteurs de l'énergie renouvelable, notamment pour la création d'une usine de fabrication de panneaux solaires, l'équipement de bâtiments du gouvernement de panneaux solaires et l'équipement de dispositifs d'alimentation en électricité grâce aux panneaux solaires. Ce projet va nous aider à réaliser l'objectif de services énergétiques modernes, fiables, abordables pour tous. Des années durant, notre gouvernement en a appelé à la communauté internationale demandant de permettre à Taïwan de participer au système des Nations unies. Cet appel est nullement arbitraire. Il découle des partenariats lancés dans le cadre de nombreuses initiatives liées au développement durable. St. Kitts et Nevis est donc heureux de noter aujourd'hui que Taïwan a récemment été invité à assister à l'Assemblée de l'Organisation internationale de l'aviation civile pour la première fois depuis 1971. Nous sommes tout aussi heureux de relever la participation de Taïwan à l'Assemblée mondiale de la santé
et saluons le gouvernement et le peuple de Taïwan. Les remercions d'avoir partagé leurs compétences dans les domaines de la médecine et de la sécurité de l'aviation civile. Nous sommes à ce stade convaincus que le moment est venu pour que l'esprit de compréhension et d'inclusion s'étende aux négociations en cours dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ainsi que dans le cadre de l'Assemblée environnementale des Nations Unies. Mon gouvernement est tout aussi convaincu que l'expérience accumulée par Taïwan dans le cadre de sa stratégie de renforcement de la résilience environnementale et économique pourra être partagée avec la communauté internationale par le biais de la CNUC. En effet, alors que la communauté internationale se concentrait sur le maintien de la paix et de la sécurité, nous sommes heureux de mettre en évidence le rôle actif joué par le gouvernement de la République de Chine et de Taïwan dans la promotion de la paix et de la sécurité dans le détroit de Taïwan. Nous saluons l'initiative de paix en mer de Chine orientale qui a été lancée, laquelle atteste de son engagement en faveur de la paix internationale et de la sécurité. Monsieur le Président, le gouvernement de Saint Kitts et Nevis reste préoccupé par les décennies d'embargo commercial unilatéral imposé à Cuba. Cette relique de la guerre froide va à l'encontre des principes du droit international, des principes qui sous-tendent le système des Nations Unies. Nous restons aux côtés des nations sœurs des CARICOM, aux côtés du G77 et de la Chine, et rappelons notre appel en faveur d'un règlement créatif de ces différends éternels qui affectent les relations internationales. Monsieur le Président, ma délégation est conscient des semaines, des mois difficiles qui s'annoncent alors que nous nous lançons dans la mise en œuvre du programme de développement pour l'après 2015. Nous vous offrons à cet égard notre plein appui. Cet appui est essentiel à la mise en œuvre couronnée de succès du programme de développement. Puissions-nous, en tant que communauté internationale, redoubler d'efforts pour faire en sorte que les pays développés et les pays en développement puissent en bénéficier. Merci. Je remercie Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la Sécurité intérieure